Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash de l'information sur Tunisnet TV. Et voici les titres de l'actualité nationale et internationale. Dépassons l'épouvantail du 23 octobre, c'est ce qu'a annoncé le chef du gouvernement provisoire lors de son passage télévisé sur El Watanaya 1. Hamadi Jbeli en visite officielle à Bruxelles mardi 2 octobre 2012. Et notre invité de la semaine, Nasreddine Benahdi, consultant et journaliste. On reviendra avec lui sur les points forts de l'actualité de la semaine dernière. Bienvenue sur notre plateau. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous. À l'étranger, au Népal, un avion s'écrase peu après son décollage. Le chef du gouvernement, Hamadi Jbeli, a appelé dans une interview accordée à la chaîne El Watanaya 1 à dépasser l'épouvantail du 23 octobre et à se consacrer à la rédaction de la Constitution. Hamadi Jbeli a déclaré que l'article 6 de l'organisation provisoire des pouvoirs publics ne prévoit pas l'achèvement de la légitimité à cette date, précisant que tous les connaisseurs en la matière le savent pertinemment. Le chef du gouvernement a exploré les membres de l'Assemblée constituante, a tranché sur la question du système politique à adopter pour accélérer la mise en place d'un calendrier couvrant la prochaine période. Le chef du gouvernement, Hamadi Jbeli, effectuera mardi prochain une visite de travail à Bruxelles à l'invitation du président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, a indiqué vendredi un communiqué de presse de la présidence du gouvernement. Cette visite s'inscrit dans le cadre des concertations politiques régulières entre la Tunisie et l'Union européenne, a ajouté la même source précisant qu'une visite permettra une évaluation des relations tuniso-européennes, particulièrement en ce qui concerne l'état d'avancement des négociations sur le projet de plan d'action dans le cadre du partenariat privilégié entamé en juin 2012 entre les deux parties. Lors de cette visite, le chef du gouvernement sera accompagné d'une importante délégation. Et le moment est venu de discuter avec notre invité de la semaine, M. Nasreddine Benahdi, consultant et journaliste. Et comme prévu, on reviendra sur l'actualité de la semaine dernière qui a été marquée par plusieurs événements, notamment le viol de la jeune femme à Ain Zarouane par des forces de l'ordre, le débat sur l'échéance du 23 octobre 2012 et bien sûr sur les relations tuniso-américaines. Alors pour commencer dans l'ordre des événements de l'ambassade américaine, les relations sont affectées quand même, les relations diplomatiques tuniso-américaines, Nasreddine. Certainement, l'acte est grave et tellement grave, mais il ne faut pas confondre deux choses. Les verbes aimer, haïr, qu'on conjugue nous à l'échelle personnelle, à l'échelle partisan et à l'échelle de la population, n'ont pas de place sur l'échelle internationale. À l'échelle internationale, on ne connaît que intérêt. Quel intérêt la Tunisie et les États-Unis ont ensemble, ce qui va découler des prochains jours. Mais je pense à une chose, c'est qu'on doit faire la part des choses entre le ménage interne, ça veut dire la logique tuniso-tunisienne, et les relations avec les États-Unis. Ce qui s'est passé, c'est une confusion entre les deux logiques. Il est très normal que les gens haïssent ou aiment les États-Unis, il est très normal que les gens manifestent devant l'ambassade, il est naturel que les gens manifestent d'une manière violente, mais je pense à une chose, qu'il est très naturel que les forces de l'ordre essayent et jouent les défenseurs de l'ambassade. Ceci se passe ainsi devant toutes les ambassades du monde. Donc, ne soyons pas choqués que ces nombres de blessés, et je m'excuse pour les morts, qu'on voit des morts tomber dans ces confrontations. Parce qu'il y a deux logiques. La logique nationale, c'est une logique on aime ou on déteste. Et la logique internationale, que la Tunisie a des obligations envers les chancelleries implantées sur son territoire. Par contre, il y a une question qui se pose, Nasreddine, c'est que quand même, c'est-à-dire l'appel à manifester sur les réseaux sociaux devant l'ambassade américaine a eu lieu 2 jours avant. Je ne comprends pas comment les forces de l'ordre n'ont pas pu arrêter ce mouvement avant qu'ils arrivent à l'ambassade quand même. Il y a quelque chose qui cloche certainement dans le système défensif des services de l'ordre. Rappelons à nos téléspectateurs que la Tunisie est un exemple en Afrique. La moitié ou plus des services de l'ordre ou des policiers en Afrique ont fait leurs écoles à Tunis, ici, chez la police tunisienne. Et de ce fait-là, dans nos académies, oui. Oui, de ce fait-là, on ne peut pas dire que la police tunisienne ne savait pas ou ne pouvait pas. Pourquoi cette faillite? Monsieur le ministre de l'Intérieur nous a donné une version des choses. Moi, personnellement, on n'a que des extrapolations et des interprétations, mais ce qui est certain, qu'un incident grave et s'est passé à l'intérieur du système de l'ordre
système de la police. Et je pense, et je suis certain, que toute l'intelligentsia de la sécurité tunisienne se penche actuellement sur cette faillite, appelons les choses par leur nom, et dire qu'on doit remettre les pendules à l'heure. Ce qu'on a vu devant l'ambassade de France, Voilà. c'était naturel qu'il essaye de recadrer la vision et remettre les pendules à l'heure. C'est bien, mais c'est insuffisant parce que la question n'a pas une dimension sécuritaire, elle a une dimension psychosociale. Je pense que tout le peuple tunisien doit être en sécurité et tout le peuple tunisien doit avoir confiance en son système de sécurité. Sans ça, il n'y a plus d'État, il n'y a plus de pouvoir. Alors une dernière question sur ce sujet, Nasreddine. Est-ce que vous pensez, parce qu'il y a des partis politiques qui ont appelé au ministre de l'Intérieur de démissionner, est-ce que c'est le moment pour lui de démissionner ou pas? Moi, je vois ça en un détail, pas un politico-politicien. Je ne vois pas en quoi la démission du ministre lui-même et son remplacement par un autre ministre de la Troïka, parce qu'il n'est pas question maintenant qu'on change totalement de politique, aurait pu résoudre le problème. Je pense que la vraie question est de se pencher sur les événements, évaluer qui a fait quoi, et avoir le courage et la sérénité d'annoncer au peuple la vraie vérité, et non pas en faire de cette commission, comme l'a dit la commission du 9 avril, cette commission traîne encore, on n'accuse personne, mais on constate que cette commission-là traîne à accoucher son fameux rapport. D'accord. L'échéance du 23 octobre, selon vous, quelles sont les prévisions et à quoi le peuple doit s'attendre de la part du gouvernement par rapport à l'échéance du 23 octobre? Les dates, pour moi, c'est une invention humaine, ce n'est pas une chose réelle, elle est psychologique. Mais moi, je prends les deux limites. Le 23 octobre, ça ne sera pas l'apocalypse dans le sens biblique, on va se réveiller les matins, on va voir la fin du monde, mais aussi, on ne doit pas dormir, se réveiller le matin et faire comme a écrit Camus, aujourd'hui ma mère est morte, et aller vaguer à nos occupations quotidiennes. Je pense que le 23, en plus de ce qu'a dit le Premier ministre, c'est une date de fête, c'est une date de question, c'est une date de bilan. Toute la classe politique confondue en Tunisie, les médias, la société civile doit se mettre sur cette date-là et faire ce qu'on a pu récolter en bon et en mauvais de cette année. Je pense à une chose très importante, que pour une fois, la constituante doit sortir des clivages entre les partis et des querelles de basse-cour, vous m'excusez la parole, et dire qu'on doit faire le vrai bilan d'une réelle année, pour moi, et aller au-delà, à opter toutes les solutions possibles. La classe politique, elle est plus apte que moi et surtout plus engagée dans le sens responsabilité élective pour en conclure les conséquences à prendre. Élargir le gouvernement, changer de gouvernement, un gouvernement d'élite, un gouvernement de technocrates, je pense qu'ils sont les seuls à porter cette réponse-là. Alors, il y a une question qui se pose. Le peuple se demande, alors on sait qu'au début, le 23 octobre 2011, l'année dernière, ça, la Troïka, les partis politiques ont signé pour l'échange. Qui a signé, qui n'a pas signé? Il y a 11 partis, sauf le CPR. Le CPR voulait pour 3 ans, pour être direct et porter l'information aux téléspectateurs. Mais je pense à une chose, qu'on n'est pas un mois près. Je pense que le problème, il est d'ordre plutôt psychopolitique. Lorsqu'il y a une forme de confiance mutuelle dans n'importe quel milieu, journalistique, politique, même des milieux des affaires, la date devient une variable acceptable. Tous les clivages et toute cette tension dans le sens électrique dénotent d'un conflit antérieur, d'un conflit sous la peau ou sous la table entre les partis politiques. Et donc le 23 devient sujet aux mèches pour une explosion, entre guillemets, explosion politique dans le sens médiatique, entre les partis. Donc le 23 en soi, pour moi, n'est rien, ce n'est qu'une date. Le 23, nous disons bon anniversaire à ceux qui sont nés le 23, pas plus. Oui, attendez. Dans ces cas-là, on peut dire quand même que le peuple, il ne sait plus où est-ce qu'il en est. Alors le 23, il sort, il manifeste, on arrête. Ce que je dis, c'est que la classe politique doit prendre des conséquences. En premier, mettre les échéances que le peuple attend et la lecture de la Constitution, mettre cette Constitution en application, établir une entité ou une commission ou n'importe quel nom pour superviser les élections et surtout... Quelles élections? Les élections présidentielles et législatives prochaines et surtout mettre le peuple au courant de ce qui se passe. Le gouvernement tunisien actuel
vit une vraie faillite d'information et de communication, soyons clairs et sereins et osons dire à ces gens-là que, monsieur, vous faites faillite dans votre système d'information. Les gens doivent être informés d'une manière cool et sereine et surtout rétablir la confiance. Ce que j'ai dit au début, sans confiance, il n'y a plus de cité dans le sens grec. Les gens ne savent pas vivre et toute la confiance, toute la consommation, toute l'économie ne peut se lancer et se relancer sans confiance. D'accord. Alors tout ça, c'est pour le 23 octobre. On espère que donc il n'y aura pas de gros problèmes sécuritaires Je le ne 23. pense pas qu'il va y avoir des manifestations, ce qui est légal, normal, naturel. Mais je pense que la vraie question, c'est que je pense à une forme d'assise générale entre tous les partis, les intervenants. La proposition de l'UJTT, je pense qu'elle va accoucher avant le 23. Et on aura des assises où tous les partis viennent accoucher leurs attentes et surtout porter leurs recommandations. Et de toute cette mayonnaise-là, on peut en tirer une conclusion nationale qui va déboucher sur une forme d'annonce nationale qui va établir et la constitution tunisienne, ça veut dire sa première lecture, et tout ce qu'on découle d'élections et surtout des dates fixes pour que, le peuple soit confiant et surtout soyons sereins pour dire que ces dates-là servent aux partis politiques pour se mettre sur le strapontin de cette course-là, qui est une vraie course naturelle et légitime, pour arriver à l'arrivée et vaincra qui vaincra. Alors, pour revenir quand même à l'actualité de la semaine dernière, on a vu que donc on a parlé du 23 octobre, on a parlé des relations tuniso-américaines, mais on ne peut pas passer à côté d'un sujet très grave pour l'opinion politique. C'est le viol de cette jeune femme de 28 ans par 3 agents de sûreté à Ain Zarouene. Alors, où en est cette affaire? Et on a entendu des rebondissements sur cette affaire de la part du gouvernement qui se contredit plusieurs fois sur cette affaire-là. Donc, l'opinion publique est choquée. Quelles sont les conséquences de cette affaire sur le peuple et sur l'opinion publique, bien sûr? Le viol en lui-même choque la victime en premier, il choque tous les gens qui en prennent connaissance. Pour moi, il y a eu des viols, mais ce qui est, entre guillemets, singulier dans ce viol-là, que les acteurs, ce sont des agents de l'ordre qui sont censés protéger. C'est-à-dire, lorsque ceux qui sont censés nous protéger passent au crime, ce qui est très grave. Mais soyons clairs et sereins et directs envers les spectateurs et leur dire que ce ne sont que 3 policiers. La police tunisienne en compte 90 000. Donc, nous devons porter les chapeaux à toute la police nationale. Et surtout, ne misons pas l'affaire, parce que c'est une affaire assez grave dans la Tunisie post-révolutionnaire. Cette affaire doit prendre toutes les lumières qu'elle mérite. Toutes les lumières qu'elle mérite et toutes les ampleurs, vu qu'elle émane de notre vision de la police, votre vision de la sécurité et surtout notre vision du contrôle de notre police. Parce que nos policiers sont des êtres humains. Il est naturel qu'une personne travaillant dans le corps de la police commette un acte grave, une faute, un crime. Il est une personne qui peut en commettre. Mais ce qui est très important, que tout le système policier soit en veille pour que ce châtiment doit être porté à ce criminel, entre guillemets, comme on fait pour le commun des mortels et le commun des citoyens. Le policier ne peut pas jouir d'une immunité dans son travail. Aussi, sur le plan politique, on a vu un cafouillage assez étonnant, comme toujours, de la part du gouvernement. Ce gouvernement qui, au ministère de l'Intérieur, ont répondu de manière gauche en premier terme, pour recentrer l'acte et le tir. Je dis une chose, que le peuple déteste le flou fait peur au peuple, et surtout, on a besoin du mot-clé, la transparence, la transparence, la transparence. Il ne faut pas... Le ministère de l'Intérieur a pensé qu'on va l'accuser de ce crime-là. Si l'on jouait la transparence du premier moment, ça aurait été un acte grave, mais singulier, qui serait passé dans les annales des faits divers, pas plus. Mais ce qui a donné ces rebondissements, c'est cet acte de cafouillage de la part du ministère de l'Intérieur, et surtout le porte-parole, qui a essayé de minimiser, de jouer l'intelligent, de cacher. Soyons clairs, disons à tous les attachés de presse, à tous les gens qui font de la communication, la façon la plus intelligente de couvrir et de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Alors, sur ces belles phrases, on termine donc cette interview. Merci beaucoup, Nasreddine
nous avoir accordé donc, ces quelques minutes. C'était un plaisir et merci pour l'invitation. Et j'ai dit à tous les spectateurs bonjour et belle journée. Merci beaucoup Nasser El-Dine. À l'international, au moins 19 morts, dont 7 Britanniques et 5 Chinois, ont été tués. Un avion donc bimoteur d'une compagnie népalaise avec 19 personnes à bord s'est écrasé vendredi dernier à l'aube, peu après le décollage à Katmandou, tuant tous les passagers, dont 7 touristes britanniques et 5 Chinois qui se rendaient dans la région de l'Everest, a annoncé la police. L'avion, un Dornier Fairchild 228 de la compagnie Sita Air, se rendait à Lukla, point de passage vers l'Everest, le plus haut sommet du monde qui attire chaque année des milliers de touristes. Peu après le décollage, il a soudain piqué vers les berges d'une rivière avant de s'écraser à 6h30 heure locale. La cause de l'accident restait indéterminée, mais selon les autorités aéroportuaires de Katmandou, l'appareil aurait heurté un oiseau. C'est la fin de ce flash de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée sur Tunisnet TV. On reprend avec le plateau de la matinale. À demain.